Europe 1, ceci dit. C'est avec Philippe Vandel et avec votre invité Philippe. Frédéric Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme politique, on peut dire ça ? Oui. Ancien député des Français de l'étranger, on vous a longtemps considéré comme le sniper de Nicolas Sarkozy. Vous avez été secrétaire d'État sous sa présidence dans le gouvernement Fillon III, ancien porte-parole de l'UMP de 2008 à 2010. Vous avez quitté les Républicains au printemps dernier et vous venez de publier un livre Chaos. On va en reparler, mais d'abord, une question rapide. Où vous situez-vous politiquement ? Politiquement, je me suis toujours situé, et aujourd'hui plus que jamais, dans la volonté d'additionner pour essayer de faire réussir ce pays. Alors ma question était plus basique que ça. Selon le Figaro du 26 février dernier, vous avez monté Agir, le parti de la droite Macron compatible. Ça me va bien. Ça allait être ma question. Donc ça vous va comme définition. Un mot d'actualité. Comment avez-vous jugé l'épisode de l'affaire Wauquiez, enregistré à son insu par une équipe de l'émission Quotidien ? Alors évidemment, comme tout le monde, j'apprécie jamais quand on est enregistré à son insu. Mais quand on donne un cours à des élèves, a priori, c'est fait pour que ce cours, ils puissent le répéter, le partager. Et donc, croire que donner un cours puisse s'assurer d'un secret derrière, je veux pas croire que c'est de la naïveté de la part de Wauquiez. Donc, non, j'ai surtout considéré que c'était humainement absolument désastreux, qui donnait l'image de ce qu'est malheureusement si souvent la politique, c'est-à-dire un jeu de destruction, voire de destruction massive, et avec surtout, et c'est ça qui le caractérise, un narcissisme démesuré. Vous dites que c'est la droite qui a saboté le quinquennat Hollande et surtout ruiné la candidature Fillon. Et moi, benoîtement, je pensais que c'était François Hollande tout seul qui avait promis l'inversion de la courbe du chômage ou la déchéance de nationalité, et que François Fillon avait rémunéré pendant des années son épouse Pénélope pour un emploi fictif. La droite n'y est pour rien. Il y a bien sûr des faits, et les faits, je les conteste pas, ni dans un cas ni dans l'autre. Ce que je dis, c'est que le jeu de destruction politique, François Hollande l'a subi d'une manière absolument ahurissante, venant de la droite, mais venant aussi de son propre camp, et c'est pour ça que je me suis dressé contre ces coups, ça affaiblit le rôle et l'image et la stature du poste présidentiel. Alors vous faites d'autres révélations dans ce livre, j'en revenais pas. Vous racontez notamment la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy, à un moment de sa vie, s'est mis au cigare. Bon, ça c'est plutôt amusant. Bah dites. Il était à l'époque ministre d'Édouard Balladur. Tout le monde se souvient qu'il était très proche de Jacques Chirac, et il a décidé de mettre toute son énergie pour convaincre Édouard Balladur d'être candidat à la présidentielle contre éventuellement Chirac. Puisqu'à l'époque, on imaginait que ça pourrait même être que Balladur. Et pour passer du temps avec Édouard Balladur, parce qu'Édouard Balladur de temps en temps disait « mais vous êtes sûr qu'il faut que j'y aille ?» il s'est mis à fumer le Havane, puisque simplement Édouard Balladur fumait le Havane. Et donc comme ça, on est certain de passer une heure en la compagnie de la personne. De passer quelques temps un cigare, selon le module. Vous parlez aussi de vous dans ce livre, et notamment des moments où, je vous cite, « je perdais le sens de la réalité dans le sillage d'un Sarkozy survolté, où j'étais devenu sourd et aveugle à toute autre considération que ma propre action ». Tous les gens sont comme ça en politique, ou c'est vous qui étiez devenu fou ? Alors, ça c'est une bonne question. Je pense que, d'abord, je me permettrai pas de dire que tout le monde est comme ça, mais en tout cas, je pense que l'engagement politique, le temps que cela demande, l'adrénaline que cela demande, avec un personnage comme Nicolas Sarkozy, une conquête qui nous occupait à temps plein, moi en tout cas, je m'y suis jeté à corps perdu, et ça a été très douloureux pour moi quand je me suis retourné et que j'ai regardé les dégâts que je faisais avec mes proches. Vous m'avez flatté, vous m'avez dit que ma question était bonne, vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous étiez le seul dans votre cas, ou est-ce que vous avez l'impression que tous les gens étaient comme ça, totalement survoltés et obnubilés par un but suprême ? Je pense qu'il y a en tout cas un moment de parenthèse, c'est-à-dire quand on est dans cette conquête, on est comme si on se lançait dans un exploit sportif et on s'y met totalement. Et je pense que je suis pas le seul. Vous dites mener Nicolas Sarkozy à l'Élysée était devenu l'objectif de ma vie, je lui ai tout sacrifié, passionnément, aveuglément, connement. Vous osez dire l'adverbe connement. Mais parce que je le pense aujourd'hui. Autre personnage de pouvoir que vous avez croisé, vous avez été le premier à pronostiquer sa victoire, et c'est écrit, c'était en décembre 2015, Donald Trump. Dans un papier que vous écrivez pour l'Obs, qu'est-ce qui vous a fait dire que Trump allait gagner ? C'était un portrait croisé de Kennedy et Reagan qui parlait de Trump.
Qu'est-ce qui m'a fait dire simplement, parce que je passais beaucoup de temps, j'étais député des Français aux États-Unis, donc je voyais les Américains moyens, je parlais avec eux, et je raconte dans le livre que notamment un jour, quand je vois une femme qui travaillait durement, qui avait pas élevé ses enfants, qui du coup était voiturier, et c'était à un moment où Trump sortait une énormité contre les femmes. Cette femme qui avait jamais voté républicain me dit je vais voter Trump. Simplement parce qu'elle en avait marre du système, elle en pouvait plus. Et elle était persuadée que quelqu'un qui n'est pas comme les autres dans le système politique, qui est un businessman, même si sur plein de points il le trouvait exaspérant, allait enfin la sortir de la nasse. Et vous l'avez rencontré, Donald Trump, il est comment? La question que tout le monde se pose. D'abord, c'est un personnage intéressant. Je le compare à John Wayne au moment de l'investiture, rentrant avec les Beautiful People, sa famille autour de lui. Et il a ce charisme-là, c'est-à-dire qu'il y avait quand même dans la salle, on était très peu, on était une 50aine de personnes, il y avait des congressmen américains, il y avait des anciens présidents américains, un grand silence et tout le monde était assez impressionné. Donc il a cette force-là. Ensuite, quand il m'a été présenté, d'abord c'est plutôt marrant parce qu'il s'est fait un compliment à lui-même plutôt qu'à moi, puisque il m'a dit bravo, toi tu connais l'Amérique, parce que j'avais pronostiqué sa victoire. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il a planté ses yeux dans les miens, et qu'il m'a vraiment donné son attention. Or, dans le monde politique, vous avez l'habitude de serrer la main pendant ce temps-là. Le candidat ou l'homme politique est déjà en train de regarder la personne d'après. On appelle même ça un regard de sénateur, quand on serre la main et qu'on regarde ailleurs. Vous avez raison, voilà. Sauf que ce que vous dites pas, et ce qui est dans le livre, c'est que son attention est restée focalisée pendant... Oui, 2 minutes. Et ensuite, derrière les 2 minutes, c'est terminé, il passe à autre chose. Et si vous l'avez intéressé, il demande à ses équipes de rester en contact, sinon, au revoir. Vous racontez dans votre livre à quel point Nicolas Sarkozy est hypermnésique, il se souvient de tout. Il se souvient de tout, c'est assez drôle, parce que là, aujourd'hui, ça fascine d'ailleurs, y compris des critiques littéraires, parce qu'il connaît toute la littérature du 19e siècle. Des personnages dans Balzac que tout le monde a oubliés. Parce qu'il s'y est mis il y a peu de temps, pendant qu'il était président d'ailleurs. Mais alors, est-ce que vous... c'était la même chose sur le cyclisme. Oui. Ou sur le foot, ou sur le tennis. Mais alors, est-ce que vous le croyez quand en septembre 2014, il avait dit en direct au JT de France 2 « J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle ». Est-ce que c'est possible ? Alors ça, honnêtement, je pense que c'est possible. Ah bon ? L'histoire du nom et tout ça, oui, je pense que c'est typiquement des trucs... Big Malion organise tous les meetings de Sarkozy, il n'a jamais entendu ce nom ou alors il l'a oublié. Non, quand il a des collaborateurs qui organisent pour lui, honnêtement, je pense qu'il se fout de savoir quel est le nom de la société qui organise. Donc, Mais par contre, il se souvient d'une personne qui a fait 8e à une étape de montagne au Tour de France 2004. Exactement. Et il va vous épater parce que vous êtes dans le même avion que lui, vous êtes journaliste, vous êtes passionné de cyclisme. Et il va vous sortir à quel moment l'échappée du peloton. Voilà, c'est ça Nicolas Sarkozy. On vous a qualifié de porte-flingue de Nicolas Sarkozy quand vous étiez le porte-parole de l'UMP. Et quand on lit votre livre, on découvre que c'était à la fois très dur à vivre et à la fois grisant. Qu'est-ce qui vous reste maintenant ? Ce qui me reste, le côté dur à vivre ou le côté grisant ? Non, ce qui me reste, c'est l'essentiel. Non, vous dites, j'ai mal posé ma question. Vous dites, quand même, j'ai bien morflé. Oui. Ou vous dites, quand même, c'était un moment incroyable de ma vie. Non, je me dis, quand même, j'ai bien morflé. Parce que, bien sûr que c'est incroyable. Mais en fait, je me suis rendu compte pour une raison très simple, c'est que j'ai tutoyé la mort. À cause de ça ? À cause de ça. Et que, après 7 embolies pulmonaires, un infarctus pulmonaire, quand vous conservez la vie, vous vous dites c'est la seule chose importante. Or, qu'est-ce qui a failli me faire perdre la vie ? C'est justement ce codement que vous avez souligné tout à l'heure. Tout à fait autre chose. L'élection, c'était en 2007. 2007, oui. J'ai une info qui date de 2009. Est-il vrai que dans votre bureau, il y avait encore en 2009 les portraits affichés de vos idoles, Gainsbourg et Sarkozy ? C'est vrai. Et maintenant ? Maintenant, d'abord, dans mon bureau, il n'y a plus de portraits de personne. Il y a quelques souvenirs, mais il n'y a plus de portrait de Sarkozy chez moi, ça c'est sûr. Mais il y en a encore de Gainsbourg. Est-il vrai qu'en 2008, Frédéric Lefebvre, vous vous avez promis d'arrêter la politique à 50 ans ? Alors, pas tout à fait. Vous avez quel âge ? J'ai 54 ans. Ah. Et en fait, un peu avant 50 ans, l'épisode que j'évoquais des embolies font que je me suis retrouvé finalement à arrêter la politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Alain Oufray, qui est journaliste à Libération, a mis le doigt dessus. Il dit finalement, ce que tu as arrêté, c'est la politique politicienne à 50 ans. Est-il vrai que quand vous faisiez de la politique, vous étiez tellement crevé que quand il y avait un dîner chez vous, vous alliez vous coucher par terre ? Ouais, c'est vrai. Et pourquoi par terre ? Vous n'avez pas de lit chez vous ? Parce que me coucher sur le lit, ça veut dire que j'abandonnais mes amis. Me coucher par terre, ça veut dire que je continuais au moins de
de percevoir la conversation. Et puis de temps en temps, je me remets devant eux, oui, bien sûr. Devant eux, dans Eh le oui. salon. Dans le salon. Et de temps en temps, vous releviez, Voilà. tel Saint-Lazare. Ah, exactement. Non, Merci. mais j'avais besoin d'énergie, quoi. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre d'être venu ici dans Merci. Ceci dit sur Europe. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Philippe Vandel, vous Alors- savez quoi? Moi ça m'arrive aussi de me coucher par terre devant mes invités, mais c'est une autre histoire. Alors, qu'y a-t-il dans Tout Terrain ce week-end? Parce que là, vous étiez debout et vous avez couru le monde. Tout terrain, donc l'émission des reporters d'Europe 1, l'actualité de la semaine par ceux qui l'ont couverte. On va revenir notamment sur ce roman d'espionnage incroyable Ah oui. entre les Anglais et les Russes, l'empoisonnement d'un agent double. C'est Gwendoline de Bono qui va nous raconter toute l'histoire. Et puis on ira à Tarnac, ce célèbre petit village de Corrèze au centre de l'affaire Tarnac du même nom. On vous écoute. Et on vous retrouve après 13h sur Europe 1, Nicolas Poincaré. À demain, Philippe Vandel pour Ceci dit, à 12h45, et vous recevrez l'humoriste Olivier de Benoît.